tout début, procès pour trafic sexuel de Sean Diddy Combs. Alors, c'est aujourd'hui que s'est amorcé le contre-interrogatoire de la première témoin, Cassandra Ventura, qui est surnommée, en fait, Casey. La chanteuse américaine de 38 ans et l'accusé ont entretenu une relation de plus de 10 ans qui a été marquée notamment par de la violence, de l'infidélité aussi de Combs. Les avocats de la défense l'ont notamment accusé d'avoir été incroyablement jalouse. Certains éléments de preuve, comme des textos, ont été présentés et contrastent aussi avec le témoignage poignant de l'ex-conjointe. Elle doit demeurer à la barre jusqu'à la fin de la semaine, tandis que le procès, lui, va se poursuivre jusqu'à l'été. Autre procès maintenant, très, très médiatisé. 5 anciens joueurs de hockey d'Équipe Canada Junior qui subissent présentement leur procès pour des agressions sexuelles sur une jeune femme à l'époque qui était âgée de 20 ans après une soirée très bien arrosée. Maître Sophie Gagnon est avec nous. Elle est avocate et directrice générale chez Jury Pop. Bon après-midi à vous, Maître Gagnon. Bonjour. Alors, au début du procès, on parlait de la victime alléguée qui a raconté avoir été agressée, violée à répétition, avoir eu l'impression aussi d'être emprisonnée dans la chambre d'hôtel. Et version complètement différente des 5 joueurs de hockey qui disent non, pas du tout, c'est pas ça qui s'est passé. C'est elle qui voulait avoir des relations sexuelles avec nous. Aidez-nous à comprendre, s'il vous plaît. Écoutez, évidemment, comme vous en doutez, comme vous, j'étais absente lors des moments, lors des faits allégués. Donc, c'est sûr que je suis pas en mesure de dire qui a raison, qui a tort. Par contre, il y a une particularité dans les crimes sexuels, c'est que ce sont des crimes qui se déroulent dans l'intimité, avec généralement aucun autre témoin que les personnes impliquées. Puis normalement, c'est 2 personnes. Là. Celui-ci, vu qu'on parle d'un viol collectif, bien, il y a 5 co-accusés. Mais dans ces crimes-là, ça fait partie des rares procès en droit criminel où les accusés vont lever leur droit au silence et vont décider de témoigner. Parce que je vous le rappelle qu'au Canada, toute personne accusée d'un crime bénéficie d'un droit de ne pas témoigner pour ne pas s'auto-incriminer. Mais en matière de crimes sexuels, souvent les accusés vont décider de témoigner pour raconter leur propre version des faits, précisément parce qu'elle diffère de celle de la plaignante et qu'elle raconte généralement une relation sexuelle qui est consentante. Alors voilà pourquoi, là, dans cette affaire et dans plusieurs d'autres, vous vous rappellerez peut-être des dossiers plus médiatisés là, de Gilbert Rozon, c'était la même chose. La version de M. Rozon différait grandement de celle de Mme Charette. Oui. Donc, malheureusement, c'est pas inusité là, dans un procès pour agression sexuelle que les versions soient très différentes l'une de l'autre. En même temps, bon, puisque vous prenez l'exemple de Gilbert Rozon, c'était le témoignage de M. Rozon contre le témoignage de la présumée victime. C'était 1 contre 1. Dans ce cas-ci, c'est 5 contre 1. Vous avez raison que c'est 5 contre 1. Par contre, c'est un peu particulier, là, le fait qu'il y ait 5 co-accusés, mais chacun devra être jugé à la lumière de la preuve qui a été fournie contre lui. Donc, la juge, puis un jury dans ce cas-là, donc le jury, quand ils vont rendre leur décision, vont devoir analyser les récits, les versions des faits, l'une à la suite de l'autre. Qu'est-ce que le juge ou jury vont tenir compte? Un doute, est-ce que ça va prendre un doute raisonnable pour disculper ou pour donner un verdict de non-culpabilité à l'endroit des 5 anciens joueurs d'Équipe Canada? Ou il va falloir que la crédibilité de la présumée victime soit vraiment mise à rude épreuve? Qu'est-ce que ça va prendre pour en venir à un verdict? Dans un dossier de version contradictoire, c'est comme ça qu'on les appelle, il y a un test qui est établi par la Cour suprême qui va devoir être suivi par le jury et qui vise effectivement là, à déterminer si, à la lumière de la preuve qui est disponible, le jury peut attester là, faire bénéficier de la présomption d'innocence aux accusés et donc prononcer un acquittement. Et ce qui est particulier et qui, des fois, va sembler contre-intuitif pour le public, c'est que le simple fait de croire la personne victime n'est pas suffisant pour condamner les accusés parce que la culpabilité doit vraiment être établie hors de tout doute raisonnable. Et il peut arriver qu'un juge ou un jury croit la version de la plaignante, mais qu'on va aussi croire la version de l'accusé ou encore que la version de l'accusé va soulever la version de l'accusé ou le reste de la preuve va soulever un doute raisonnable et dès qu'un doute raisonnable
survient, bien, l'accusé doit en bénéficier et être acquitté. Puis ce qui est particulier quand un verdict est rendu par un jury, contrairement à un juge, c'est qu'il n'y a pas de motif. Et au Canada, les délibérations des jurys sont confidentielles. Aux États-Unis, parfois, des années après le fait, il va y avoir des membres des jurys qui vont raconter des histoires, ça fait des bons films, des bons romans. Mais au Canada, vraiment, les délibérations sont confidentielles, ce qui fait en sorte que la victime, ses proches ne pourront jamais savoir, et l'accusé, là, si c'est une condamnation, évidemment, on n'aura pas accès au raisonnement qui aura été suivi par le jury afin de rendre sa décision. Chaque joueur, ils sont 5 au total, a son avocat de la défense. Il n'y a pas une iniquité aussi pour la présumée victime de se faire attaquer de tous bords, tous côtés par 5 avocats? Mais vous le savez, on a beaucoup, le système de justice criminelle a beaucoup été mis sous la loupe dans les dernières années suite au mouvement Moi aussi. Puis une des raisons pour lesquelles on a parlé plus de la justice criminelle que des autres formes de justice, c'est qu'il y a une asymétrie qui est inhérente, puis je dirais même fondamentale au système de justice. Parce qu'en matière criminelle et pénale, quand une personne est accusée d'un crime comme une agression sexuelle, bien, elle peut être passible de la sanction la plus grave qu'on voit dans une démocratie, c'est-à-dire la prison, une privation de liberté. Et souvent, un accusé, bien, il va se voir porter des accusations par l'État qui, généralement, dispose de beaucoup plus de moyens, la police, les procureurs de la couronne, des techniques d'enquête, qu'un simple individu. Donc, en raison de ce contexte-là, la Constitution, la Charte des droits et libertés prévoit des garanties dont bénéficie toute personne accusée d'un crime au Canada, dont le droit au silence dont on a parlé plus tôt, la présomption d'innocence, le droit à l'avocat, le droit à une défense pleine et entière. Ouais. Alors que la victime, elle, bien, premièrement, n'est pas partie à la poursuite en matière criminelle. Il faut se rappeler que les accusations sont portées par la couronne qui représente la société, qui représente l'État. La victime est un témoin. Donc, c'est vrai que la personne victime, elle, est contrainte de répéter son histoire d'abord aux enquêteurs, ensuite aux procureurs, ensuite devant le juge, et doit aussi subir un contre-interrogatoire excessivement ardu du fait du droit à la défense pleine et entière. Puis c'est vrai que c'est très éprouvant, c'est parfois souvent revictimisant pour les personnes qui portent plainte, ce processus-là. Le fait qu'elle a été dédommagée au civil, est-ce que ça peut jouer sur le verdict? Bien, généralement, non. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes questions qui sont devant la cour. L'inverse, donc ce qu'on voit plus souvent, c'est qu'une poursuite civile va être introduite après une poursuite criminelle parce que le fardeau de preuve au civil est moins exigeant. Mais en matière civile, on parle d'un fardeau de preuve de prépondérance des probabilités. Puis ensuite, la poursuite était contre des parties différentes. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Puis par ailleurs, le fait qu'elle ait demandé et obtenu une somme d'argent ne devrait pas être retenu contre elle en matière de crédibilité non plus. Maître Sophie Gagnon, qui est avec nous, avocate et directrice générale chez Jury Pop. Maître Gagnon, merci beaucoup.